Bonner County, en Idaho, est délimité à l'ouest par l'État de Washington et à l'est par le Montana. En 1994, ce comté se retrouva au cœur d'un mystère. À la fin du mois de février, Shelley Kepley se rendit au bureau du shérif de Bonner County. Elle était venue par avion de Reno, au Nevada, pour rendre visite à son père, Paul Gruber, qui vivait dans la région. Elle craignait que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Elle avait vu son père pour la dernière fois quand il lui avait rendu visite à Reno pour les fêtes de fin d'année. Il avait 54 ans, il avait fait de bons investissements et sa situation financière était excellente. Il avait récemment pris sa retraite de l'enseignement. Il vivait en Idaho depuis environ 6 mois et semblait heureux. Mais au cours du mois précédent, Shelley et son fils avaient reçu de lui de nombreuses cartes de souhait et de l'argent liquide. Ce qui était étrange, c'était que sa signature sur les cartes était différente de son écriture habituelle. Elle l'avait appelé à de nombreuses reprises, mais sans succès. S'il avait décidé de partir en voyage, il l'en aurait informé. Shelley craignait que quelqu'un n'ait usurpé l'identité de son père et elle ne savait pas à qui s'adresser. Les enquêteurs envoyèrent les documents au service judiciaire de l'Idaho, où des experts comparèrent les échantillons d'écriture connus de Gruber à la signature sur les cartes de souhait. Malheureusement, les échantillons étaient trop rares pour que les experts puissent émettre une conclusion formelle. Il n'était pas impossible que Paul Gruber ait signé ces cartes. Avec la permission de Shelley, les détectives entreprirent une fouille de la maison de Gruber. Les meubles avaient été recouverts de pellicules de plastique, ce qui pouvait indiquer qu'il était parti pour une assez longue période. Les détectives constatèrent rapidement que de nombreux objets de la liste n'étaient plus là. De plus, ce n'était pas le genre d'objet qu'on apporte quand on part en voyage. Personne n'avait eu de nouvelles de Paul Gruber depuis un moment et pourtant, il y avait encore des transactions qui apparaissaient dans son compte bancaire. En examinant les relevés financiers que la banque avait remis aux policiers, le lieutenant Harvey Thompson remarqua un détail étrange. Paul Gruber réglait le paiement hypothécaire d'un autre individu. Compte tenu des déclarations de Shelley à propos de son père, ces versements étaient nettement suspects. Shelley Kepley, la fille de M. Gruber, nous a dit qu'il n'avait jamais laissé entendre qu'il payait l'hypothèque de quelqu'un d'autre et qu'il prêtait son auto. Ce qui lui appartenait était à lui. Darrell Kuhl, l'homme dont l'hypothèque était payée par Gruber, fut conduit au poste pour un interrogatoire. Il déclara qu'il était entrepreneur et qu'il avait fait de nombreux travaux dans la maison de Gruber. Il venait tout juste de mettre sur pied une entreprise de système de sécurité pour résidence et Paul Gruber avait accepté d'investir dans sa société. Plutôt que de lui verser un montant en argent liquide, les deux hommes avaient convenu que Gruber paierait son hypothèque. Cet arrangement était pour le moins inhabituel. Pour s'assurer qu'il parlait bien de la même personne, les policiers montrèrent à Kuhl une photo du père de Shelley Kepley. L'entrepreneur ne reconnut pas son visage. Ce n'était pas l'homme qu'il connaissait. Il semblait bien qu'un individu tentait de se faire passer pour Paul Gruber. Alors que les recherches pour retrouver Paul Gruber et celui qui avait usurpé son identité s'intensifiaient, les enquêteurs obtinrent une nouvelle piste. Le directeur du bureau de poste, qui avait entendu parler de la disparition de Gruber, informa les policiers que quelqu'un prenait son courrier dans sa boîte postale. Il leur remit l'enregistrement de la caméra de sécurité située près de la boîte postale en question. On pouvait y voir 3 hommes à différents moments. L'un d'eux était de profil et l'image était sombre, mais son visage rappelait étrangement quelqu'un. Un des hommes qui se trouvait devant la boîte postale de M. Gruber au cours de cette période de temps était Darrell Kuhl. Le témoin des enquêteurs était tout à coup devenu leur principal suspect. Même si l'image vidéo manquait de netteté, elle suffit aux enquêteurs pour obtenir un mandat de perquisition de la propriété de Kuhl. Chez lui, ils trouvèrent quantité d'outils, du matériel électronique et d'autres articles qui correspondaient à ceux qui avaient disparu de chez Paul Gruber. Darrell Kuhl insista sur le fait qu'ils lui appartenaient tous. Tout portait à croire que Kuhl avait tué Gruber, puis pris son identité pour toucher son argent. Mais rien encore n'appuyait une accusation éventuelle de meurtre. Je disposais de suffisamment de preuves pour l'arrêter et le faire inculper de vol et de contrefaçon. Mais je n'avais pas le corps. Je ne pouvais pas prouver qu'il était arrivé quelque chose à M. Gruber. Peut-être qu'un détail avait échappé à l'attention des policiers. Thompson fit fouiller la maison de Gruber de nouveau. Un des experts trouva alors comme un renfoncement dans l'espace où se trouvait un coffre-fort. Une équipe d'excavation se mit à creuser sous la propriété. Après quelques heures, ils n'avaient toujours rien trouvé.
Puis, à environ 60 cm de profondeur, une odeur très forte de décomposition s'éleva du trou. À environ 75 cm de profondeur, sous la maison, nous avons trouvé un sac à ordures blanc. Nous l'avons sorti et constaté qu'il contenait de nombreuses paires de lunettes et un étui. Il s'en échappait une forte odeur de cadavre en décomposition. 17 mois après que sa fille ait signalé sa disparition, on avait enfin trouvé le corps de Paul Gruber, enveloppé dans un matelas pneumatique et enterré sous sa propre maison. Il avait été tué de 6 projectiles. Paul Gruber avait sans doute été tué par quelqu'un qui voulait lui voler son identité pour avoir accès à sa fortune. Les enquêteurs étaient persuadés que cet individu était Darrell Kuehl. Maintenant, ils devaient en faire la preuve. La meilleure façon de prouver son implication était de démontrer qu'il avait organisé cette duperie. Les cartes de souhait envoyées à la fille de Gruber furent remises aux experts du laboratoire pour une analyse génétique. Les experts retirèrent les timbres-poste des enveloppes en espérant découvrir qui les avait postées par une analyse de l'ADN. Carla Finis du laboratoire judiciaire de l'Idaho croyait cependant qu'il était pratiquement impossible de trouver des échantillons d'ADN en quantité suffisante pour obtenir des résultats concluants. Quand on travaille à partir d'une enveloppe ou d'un timbre, le matériel cellulaire provient de la salive, de la bouche et de la langue de l'individu qui a léché l'envers du timbre ou la partie gommée de l'enveloppe. On peut facilement comprendre qu'il contiendra moins d'ADN qu'un échantillon sanguin normal. Les experts parvinrent tout de même à extraire une infime quantité de salive. Il y en avait assez pour obtenir le code génétique. Il fallait ensuite disposer d'un élément de comparaison. Malgré le fait qu'il proclamait son innocence, Darrell Kuehl fut arrêté sur présomption du meurtre de Paul Gruber. Une fois en détention, les policiers ne perdirent pas une seconde pour prélever un échantillon de son sang et l'envoyer au laboratoire. Les experts obtinrent le code génétique de Darrell Kuehl. Les résultats furent ensuite comparés au profil obtenu grâce au timbre-poste. La conclusion était sans équivoque. Darrell Kuehl avait léché ses timbres. Les policiers venaient de conclure leur enquête. En fouillant son passé, les policiers découvrirent que Kuehl n'en était pas à son premier crime. Son employeur, le retraité Paul Gruber, lui a semblé être une cible facile. Gruber a cependant compris qu'il devait éviter d'investir dans les affaires douteuses de Kuehl. C'est alors que ce dernier a mis au point un autre plan pour obtenir son argent. Il deviendrait Paul Gruber. Darrell Kuehl a été trouvé coupable de meurtre au premier degré, de vol et de contrefaçon. Il a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement pour ce meurtre et à 25 autres années pour le vol. C'est grâce à l'intuition de la fille de Gruber que ce criminel a été démasqué.